Merci, Monsieur le Président. Je vais vous présenter Merci, la diapositive. À votre avis, il y a combien de publications sur les OGM dans le monde? Il y en a 30 000, hein, et on les a rassemblées dans une base de données à l'initiative de notre collègue Feu Jean Berger de l'INRA. Elle est actualisée en permanence grâce actuellement à un soutien de l'INRA. Et ça permet donc de rassembler toutes les connaissances scientifiques qui sont dispersées dans différents journaux, rapports, ainsi que des résumés de congrès internationaux. Alors les enjeux, évidemment, pour nous de faire une telle base de données et de l'exploiter, c'est de faire un état des lieux unique de ces connaissances mondiales, mais aussi transversales, à travers des données venant des sciences vétérinaires, agronomiques, de l'écologie, ou bien de la biologie moléculaire. Donc ça permet évidemment d'éviter de faire d'autres expérimentations pour les scientifiques. Et évidemment, c'est un intérêt social pour les scientifiques, les experts et vous, les décideurs politiques. Alors, il y a deux impacts à évaluer sur les plantes génétiquement modifiées. Nous avons évalué l'impact sur l'environnement, mais ici, je parlerai de l'impact sur la santé. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est de comparer une plante transgénique et la plante la plus proche d'elle, c'est-à-dire une plante sans le transgène. Donc, la question qu'on s'est posée, est-ce que les deux variétés sont équivalentes en termes de gènes, d'expression de ces gènes, de protéines et de petits composés chimiques. Donc, entre 2004 et 2010, nous avons trouvé 44 études qui avaient été conduites par différents pays, dont l'INRA à Bordeaux en France. Tous les laboratoires étaient des laboratoires publics avec des fonds donc publics, dont une publication en collaboration avec une entreprise privée. Donc ça a porté sur un grand nombre de plantes, comme vous pouvez le voir, et on a publié donc en avril 2011 avec Jean Berger et Marcel Kunz. Alors, les conclusions donc, de cette étude, c'est important d'en parler, c'est qu'en fait, il y a plus de différence entre deux variétés qu'entre une variété et sa variété avec un transgène. Autrement dit, il y a plus de différence entre deux variétés de maïs qu'entre une variété de maïs et la variété de maïs avec un transgène. La deuxième conclusion des auteurs de ces 44 études, c'est qu'il y a un fort impact de l'environnement. Donc d'un champ à l'autre, ça effectivement impacte le profil des protéines, des gènes et des petites molécules. Alors la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est quand on a établi l'équivalence de l'OGM et donc de sa référence, la plus proche de lui, est-ce qu'il y a un impact sur la santé de la consommation de l'OGM par les animaux? Donc je ne vais pas reparler des études à 90 jours parce que mes voisins de droite et de gauche en ont parlé. La question qu'on s'est vraiment posée, était la suivante. Qu'est-ce qui se passe sur le long terme après 90 jours? Puisque c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, entre 2002 et 2010, puisqu'on a publié le papier qui était en accès sur Internet en décembre 2011 et en papier dans le journal en mars 2012 dans Food and Chemical Toxicology, on a donc trouvé 24 études donc, qui portaient à la fois sur le long terme, c'est-à-dire pour nous au-delà de 90 jours, et aussi sur plusieurs générations. Donc là, il y a plusieurs pays qui ont participé à ces 24 études. Toutes ont été produites par des laboratoires académiques, avec donc des fonds publics. Alors, je vous ai fait, pour vous, mesdames et messieurs les parlementaires, et puis le public, des schémas. Mais tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a un grand nombre d'organes qui sont examinés, un grand nombre de paramètres toxicologiques. Il y a beaucoup d'observations sur le sang, des examens biochimiques, macroscopiques d'organes, histologiques, microscopiques, et puis des examens histochimiques et histopathologiques. Bon, dans la revue systématique, bibliographique que nous avons faite, vous avez tous ces détails de ces 24 études. Alors voilà la présentation que je fais de
de notre étude bibliographique. Les durées, vous les avez en bas. Vous avez des durées de nourrissage des animaux qui peuvent être de 26 semaines, donc ça c'est chez les rats, ou les macaques, hein, des singes par une équipe japonaise notamment. Sur le saumon, pendant 28 semaines, 30 semaines par une équipe italienne sur les souris, 52 semaines sur le rat. Vous avez des études aussi qui portent à 65 semaines. Et puis là, on va vers des durées assez longues, notamment pour le rat, hein, jusqu'à 104 semaines. C'est-à-dire là, ils sont des vieillards, hein, aussi des souris. Mais à 100 semaines, il y a des études sur les vaches. Alors, je vous ai donné le nombre d'animaux qui ont été nourris aux OGM avec une petite photo qui représente le soja, le riz. Et donc, ce nombre-là, hein, c'est le nombre d'animaux qui sont nourris aux OGM. Je ne vous ai pas mis ceux donc des animaux qui sont nourris par l'équivalent et souvent à plusieurs doses. Donc, nous avons un total de 340 animaux qui ont été nourris aux OGM et 436 animaux témoins. Donc là, il y a 776 animaux qui ont été donc sacrifiés pour être examinés. Alors, la suite de l'étude, que nous avons bien sûr divisée en deux parties, c'est les études là qui portent sur plusieurs générations. Donc, ce sont des animaux qui sont nourris avec un OGM. Donc, vous voyez encore la petite icône, mais on reconnaît aussi la pomme de terre hein, ici et le triticale, le reste étant le soja et le maïs. Ce sont donc des animaux qui ont été nourris avec l'OGM en comparaison avec des animaux qui ont été nourris avec la plante la plus proche, sans le transgène, et parfois avec plusieurs doses. Donc ces animaux, ils ont été observés, on les a accouplés et ils ont donné des descendants. Et ces descendants-là, ils ont été eux aussi nourris selon une certaine durée, et ça peut aller jusqu'à, comme ça, 20 générations. Alors je vous ai mis pour vous des détails qui concernent donc la durée de nourrissage de ces animaux à chaque génération. Donc pour le rat, nous avons une étude qui porte sur 30 semaines et pour certains animaux toute la vie. Là, il y en a 10. Il y a des chèvres qui ont été nourris pendant 9 semaines, comme ça pendant 2 générations. On passe à 3 générations. Donc on a des moutons pendant 188 semaines qui ont été nourris avec des OGM. Pour les 4 générations, on a à la fois des souris, des rats et des poules. Hein, vous voyez, une diversité d'animaux testés. Et ça peut aller jusqu'à 31 semaines hein, de nourrissage de ces poules. Pour les 5 générations, nous avons des souris, des rats. Bon, là, j'ai fait des petites précisions pour vous montrer qu'on a fait des accouplements avec des nombres de mâles et de femelles. Hein. Donc, ils vont jusqu'à 17 semaines pour la souris, jusqu'à 153. Et enfin, chez les cailles, vous avez une dizaine de générations, les cailles étant nourries pendant 32 semaines. Donc, si on fait le total, il y a 1259 animaux qui ont été nourris aux OGM, hein, donc vous voyez les icônes sur ce schéma, et 1156 animaux témoins. Donc ça fait un total de 2415 animaux qui ont été sacrifiés et examinés. Alors, en conclusion de ces études, tout d'abord, il faut signaler la qualité de certaines études, certaines étant quand même réputées médiocres et qui auraient pu ne pas être recevables. Et là, on en a décompté 7. C'est les études sur la souris d'une équipe italienne et une étude sur le rat américaine, où le nombre d'animaux est largement insuffisant. Je vous l'ai montré. C'est 3 animaux à 4 points d'observation. Sur le procédé, on ne sait pas si la variété non transgénique hein, de référence est vraiment la plus proche de la variété transgénique. Et comme nous l'avons dit dans la précédente étude, l'impact de l'environnement, des pratiques agricoles sur l'expression des gènes, le nombre de protéines et des petites molécules chimiques a une influence. Donc si les deux plantes ne sont transgéniques versus non transgéniques ne sont pas cultivées au même endroit, ça peut quand même impacter.
Cependant, sur les 24 études, il y en a 17 qui sont de bonne qualité, qui ont une puissance statistique bonne, qui ont précisé que la lignée était isogénique, enfin, la plus proche du moins de la plante transgénique qui est donc évaluée, et qui montre qu'il n'y a pas de différence. Donc la conclusion de ces études, c'est que, c'est qu'aucun auteur ne conclut à des problèmes de dangerosité. S'il y a des différences mineures qui sont observées, elles sont réputées par les auteurs comme aléatoires. Elles ne sont pas biologiquement significatives. Alors, à ce jour, donc, vous voyez, il y a plus de 1500 animaux qui ont été nourris aux OGM, testés sur des différentes durées supérieures à 90 jours, sur un total de plus de 3000. Alors, en conclusion, je voulais vous dire qu'entre 2010 et 2012, des nouvelles études sont apparues. On est en train de faire une nouvelle revue bibliographique qui va bientôt paraître. Alors, juste pour 2012, il y a 4 nouvelles études qui sont intéressantes. Il y en a certaines qui portent sur les truies, avec sur une génération, là aussi à long terme, 16 semaines, sur 2 générations, avec 17 semaines de nourrissage, et 2 générations également, mais sur un temps un peu plus long de 20 semaines. Il y a une étude qui vient de sortir récemment sur le rat, nourri avec un riz qui est enrichi en lysine. Sur les truies, c'est avec un maïs qui résiste à certains insectes. Donc voilà, les études sur les truies, en fait, proviennent donc des publications du projet européen GM Safe Food, qui a été financé à hauteur de 3,420 millions d'euros entre 2010 et 2012. Il y a beaucoup de pays qui étaient engagés dans cette étude. Et puis, GRACE, qui a démarré en 2012, dont l'Europe, avec l'INRA, les États-Unis et l'Afrique du Sud, vont réaliser des études de santé sur les animaux. Et je ne parle pas du projet Marland qu'on a largement discuté aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, monsieur le vidéo, et le public.